La semaine dernière est sorti un sondage qui a fait grand bruit et qui a rapidement été suivi d'un autre sondage d'un autre institut qui a confirmé le premier. Ces deux sondages, ainsi que ceux qui les ont suivis, font état d'une augmentation de l'intention de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2027. Alors que depuis plusieurs mois il était aux alentours de 11 à 13%, il est désormais testé, selon les hypothèses, entre 13 et 16%. Et l'écart pour accéder au second tour s'est relativement réduit, même si on pourrait questionner la pertinence des hypothèses proposées. Le fait est que même dans le cas où le bloc central se coaliserait autour d'un Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon resterait quand même dans la marge d'erreur qui lui permettrait de se qualifier. C'est la première fois en 4 candidatures que Jean-Luc Mélenchon est testé aussi haut à 11 mois de l'élection présidentielle, et c'est pour ça que ça a fait grand bruit. Et ce d'autant plus quand on regarde les biais des sondages d'intention de vote qui ont plusieurs fois désavantagé la gauche dernièrement. Dans cette analyse politique, on essaye d'expliquer les raisons de cette dynamique précoce en faveur de Jean-Luc Mélenchon et les enseignements qu'on peut en tirer. Avant toute chose, je pense que ça mange pas de pain de rappeler les biais des sondages d'intention de vote réalisés par des instituts comme Odoxa ou Harris Interactive. Comme vous le savez peut-être, ces sondages sont réalisés à partir d'un échantillon de plus ou moins 1000 personnes, sélectionnées de manière aléatoire de sorte qu'elles représentent de manière assez fidèle la population totale, avec une probabilité supérieure à 90%. Du moins en théorie. Le problème vient du fait que ces sondages sont réalisés par Internet, et que du fait des différences sociologiques d'usage d'Internet, l'échantillon représentatif ne l'est plus tout à fait. Comprenez par là que la sociologie des répondants peut différer de la sociologie réelle de la France, et que de fait, les résultats du sondage peuvent se retrouver altérés. Rajoutez à ça que les instituts de sondage n'incluent pas tous les répondants dans leurs résultats. Ils n'incluent en général que les personnes inscrites sur les listes électorales au moment M, et qui sont sûres d'aller voter, et pour qui elles vont voter, ce qui peut renforcer encore plus le biais potentiel. Pour compenser ce problème, les instituts de sondage réalisent ce qu'on appelle un redressement. En d'autres termes, ils pondèrent les résultats de leur sondage avec des critères qu'on connaît pas. Enfin, plus précisément, si, ça peut être les résultats des élections précédentes, la démographie ou d'autres critères de ce genre, mais les méthodes de redressement sont généralement opaques. Résultat, c'est pas systématique, mais c'est quand même fréquent que les instituts de sondage sous-estiment structurellement les résultats de la gauche. Par exemple, en 2022, le total gauche estimé par les derniers sondages, 28 à 29%, était inférieur de 3 à 4 points au résultat final, 32%. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui n'avait jamais été estimé au-dessus de 18%, a fini avec 22%. On a aussi des exemples plus récents, comme les élections municipales à Lyon ou à Paris, où le résultat du total gauche était supérieur à celui qui était estimé par les derniers sondages et au-dessus de la marge d'erreur. Emmanuel Grégoire était par exemple sondé entre 30 et 33% pour le premier tour à Paris, et il a fini pas loin des 39%. Mais ce qui est quand même à noter, c'est que ce n'est pas systématique. Aux élections législatives de 2024, par exemple, les derniers sondages publiés correspondaient bien au total gauche qui a eu lieu à l'arrivée, soit environ 30%. Pareil pour les projections en sièges, les dernières projections en sièges avant le second tour parlaient de 170 à 200 sièges pour la gauche, et elle en a obtenu 190. Par contre, le RN a été surestimé. Les 3 derniers sondages de premier tour les mettaient entre 36 et 37% des voix, et ils ont fini à seulement 34%. Et les dernières projections en sièges les mettaient entre 170 et 215 sièges, et ils ont fini à 140. Par ailleurs, il y a des nuances entre les sondages. Cluster 17, par exemple, est un peu plus transparent concernant les méthodes de redressement. Plus précisément, ils semblent faire leur redressement avec un système de clusters qui sont définis en amont, et chaque cluster est un groupe de population dont on fait une estimation de la proportion dans la population française. Ça leur permet d'affiner leurs résultats, et de fait, c'était les premiers à voir la dynamique Mélenchon en 2022, et aussi les seuls à avoir à peu près bien deviné le résultat du second tour des municipales à Paris. Mais ça peut aussi s'expliquer par le fait que là où la plupart des instituts de sondage ont des échantillons biaisés vers la droite, Cluster 17 a tendance à avoir des résultats biaisés vers la gauche. Bon, maintenant que ce long préambule est terminé, on va pouvoir parler de Mélenchon, et de pourquoi est-ce qu'il monte plus rapidement et plus tôt que la dernière fois. Bah déjà, il y a un changement dans le contexte. C'est la première élection présidentielle où Jean-Luc Mélenchon est considéré comme une option crédible, l'une des plus crédibles en tout cas, pour aller au second tour. En 2017, Mélenchon commençait déjà à être testé assez haut, mais c'est seulement après son premier débat, qui était très réussi, et après le lancement de son
son excellente campagne électorale qu'il a vraiment commencé à être envisagé. Et en 2022, c'est encore plus simple, personne n'y croyait vraiment. C'était des élections assez moroses, où tous les candidats de gauche étaient assez bas dans les sondages, et où tout un récit médiatique s'était construit autour d'un duel Le Pen-Macron. Dans les deux cas, ce sont des circonstances favorables doublées d'une bonne campagne qui ont fait décoller le vote Mélenchon. Mais à chaque fois dans les 4-5 dernières semaines avant le scrutin, parce qu'un certain nombre de gens ont commencé à se dire « Ah, peut-être ». Mais en 2027, la donne est plus la même. Déjà, on a tous le précédent de 2022. Cette fois-ci, on sait que c'est possible. Ce qui fait que le vote utile peut jouer beaucoup plus vite, et dès maintenant en fait. Parce que le constat qu'on peut faire, c'est que les libéraux démocrates tels que Glucksmann ou Hollande ont tout fait pour casser toute possibilité d'avoir une candidature unique de gauche hors LFI. Ce qui était la seule chose qui aurait pu casser un vote utile Mélenchon. Du coup, il y a d'une part la forte popularité de Mélenchon dans les quartiers populaires et la jeunesse notamment, qui lui assure un socle électoral plus élevé que les autres candidats potentiels, et d'autre part le fait qu'il y a beaucoup de gens qui semblent prêts à voter Mélenchon par défaut, dans la mesure où de toute façon il n'y a aucune autre candidature qui semble être en mesure d'aller au second tour à gauche. Mais il y a aussi d'autres enseignements importants qu'on peut tirer de ce sondage, et qui ne concernent pas que Mélenchon. À savoir que dans ces sondages, le total gauche est à chaque fois supérieur à celui de 2022. Dans le sondage Odoxa, c'est 34%, et dans le sondage Harris qui a suivi, c'est entre 32 et 34%. En 2022, comme je l'ai dit, le total gauche c'était 32%, et les derniers sondages ne mesuraient pas au-dessus de 29%. Donc sachant que les sondages ont régulièrement sous-estimé le total gauche lors des élections qui ont eu lieu depuis 2022, mais aussi que certaines candidatures plausibles ne sont pas ou très peu testées, comme celle de François Ruffin par exemple, on peut penser que la gauche est en réalité plus haut que ce qui est testé, au-dessus des 35%, voire même qu'elle pourrait finir au-dessus des 40%. Et notez que si le total gauche redépasse les 40%, il reviendra dans sa zone habituelle de la 5ème République. Et oui, parce que la médiane des scores obtenus par la gauche aux élections présidentielles en France, c'est 40%. Et même si vous retirez les scrutins de 2017 et 2022 où la gauche était plus faible, c'est 43%. Et les 3 élections présidentielles qui ont été remportées par un candidat de gauche à l'issue du second tour dans l'histoire de la 5ème République, c'est celle où le total gauche était respectivement à 50% en 1981, 49% en 1988 et 44% en 2012. Et par ailleurs, le nombre de candidats de gauche dans ces élections, c'était 6 candidats en 81 et 88 et 5 candidats en 2012. Si la division de la gauche peut poser problème dans des périodes où elle est faible, comme en 2017 ou en 2022, elle a au contraire la vertu de permettre d'élargir l'électorat dans des périodes où elle se renforce. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, en ce moment, c'est le cas. Et du coup, pourquoi Mélenchon et pas n'importe quel autre candidat de gauche? Bon déjà, il y a ce que je vous ai dit au début. Mais il y a aussi le fait qu'en dehors des questions internationales où la position de Mélenchon sur la Chine ou la Russie sont assez peu partagées par le reste de la gauche, sur les plans social, environnemental ou encore économique, Mélenchon et la France insoumise, c'est la force la plus influente de la gauche ces 5 dernières années. Toute la gauche depuis 2022 a gauchisé ses discours et ses programmes pour s'aligner davantage sur le programme de la France insoumise. Les écolos et les socialistes, bien que toujours tiraillés, poussent des lignes politiques plus franchement social-démocrates, voire carrément démocrates socialistes. Même si des forces en leur sein plaident pour le retour à des lignes plus libérales-démocrates, elles sont minoritaires, alors qu'avant elles étaient majoritaires. Et du coup, y a un côté, vu que maintenant tout le monde est d'accord, autant voter pour l'original, c'est-à-dire Mélenchon. L'une des choses qui gêne, en revanche, c'est qu'en dehors de la France insoumise, Mélenchon a un problème de popularité, et beaucoup de gens craignent qu'il soit battu au second tour. Alors certes, les sondages ont donné des résultats cataclysmiques à Mélenchon au second tour, mais ce genre de retard, ça se rattrape. Grégory Doucet, maire de Lyon, a par exemple rattrapé un retard de 21 points avec son adversaire de droite, Jean-Michel Aulas, lors des dernières municipales. Alors oui, Mélenchon doit rattraper le double de Doucet, mais il a également 5 fois plus de temps pour le faire. Et la France insoumise a une machine électorale vaste, rodée et organisée qui peut faire une grosse campagne de terrain, et ils sont le seul parti de gauche à avoir une audience massive sur les réseaux sociaux centralisés tels que X et TikTok. Donc techniquement, s'ils ne font pas ou peu d'erreurs, il est possible qu'ils aient les armes pour refaire leur retard. Sur ce, à la prochaine.